bienvenue dans Come Together, saison 4, épisode 1. C'est toujours avec un immense plaisir pour moi de vous présenter ce rendez-vous proposé par l'agence Madame Monsieur en partenariat avec l'ARCES, le réseau national des communicants du supérieur. Et cette année, ça sera diffusé une nouvelle fois ici sur Campus Matin. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, on retrouvera cette année les Actucom de l'ESR qui vous seront présentés par Émilie Brousse. Les grands dossiers de la presse vous seront décortiqués dans notre kiosque. Et enfin, nous finirons chaque émission par le petit oral, une interview en visio d'une personnalité au cœur de l'actu. Et pour débuter, tout de suite, notre grand débat qui sera cette semaine consacré aux data. Considérées comme la matière première indispensable à toute campagne de communication réussie, les données sont désormais le nerf de la guerre pour mener à bien une politique de recrutement des étudiants performante. Alors, comment les acquérir? Comment les utiliser au mieux et ainsi mettre en place une stratégie de communication optimale à partir des données collectées? C'est ce que nous allons tenter de définir dans notre grand amphi. Jingle. La gestion et l'analyse des données représentent aujourd'hui un levier stratégique essentiel pour les campagnes marketing des établissements du supérieur. Dans cette concurrence pour attirer les étudiants les plus talentueux, la data offre des possibilités inédites pour repérer les profils que l'on recherche et affiner les actions marketing. Et ainsi, à l'arrivée, renforcer leur engagement tout au long du parcours de recrutement. Comment maximiser sa politique d'acquisition et d'exploitation des données? Y a-t-il des pratiques plus efficaces que d'autres? Et certaines tendances sont-elles à privilégier? C'est ce que nous allons essayer de déterminer avec mes 4 invités que je vais vous présenter immédiatement. Tout d'abord, nous avons Pierre-Emmanuel Battle, qui est directeur commercial chez Nomade Éducation. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Nous avons à ses côtés Olena Skripnik, qui est directrice admission marketing et communication à l'ESUA, une école d'ingénieurs. Olena, bonjour. Bonjour. De l'autre côté, nous avons Laurie Diéhou, qui est Brand Content Manager à l'ISC Paris, une école de commerce qui a des bachelors, qui a une grande école. Bonjour Laurie. Bonjour. Et enfin Laurent, mon partenaire chez Madame Monsieur, qui est directeur conseiller en marketing, digital et communication donc de l'agence Madame Monsieur. Merci Laurent de nous accompagner sur ce débat. Avec plaisir. On va commencer, je le disais en introduction, les data, les données personnelles sont devenues quand même l'arme secrète, l'arme clé pour réaliser une campagne de communication réussie dans les écoles. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, Olena, ça représente quoi les data? C'est vraiment ce qui fait qu'on gagne ou qu'on perd? La data reste l'information principale, je dirais même primordiale, pour adresser le message à notre cible, les parents, les élèves, les candidats, les entreprises. Sans la data, on lance la pierre et on ne donne pas l'information précise à la personne qu'elle attend. Donc aujourd'hui, quand tu débutes, Laurent, une campagne, l'enjeu, c'est l'acquisition d'un maximum de données? Dans un premier temps, la campagne va s'articuler vraiment autour de dispositifs qui vont nous permettre d'acquérir de la donnée. Et cette donnée, une fois qu'on a réussi à l'obtenir, il va falloir mettre en place tous les dispositifs pour pouvoir la traiter correctement. Donc en un mot, il faut utiliser tous les canaux d'acquisition possibles. Laurie, vous êtes à l'ISC Paris, une école qui recrute des bacheliers, qui recrute des préparationnaires, qui recrute des admissions sur titre à Bac plus 2, 3, 4. Comment on fait son marché? Quels sont les différents dispositifs que l'on doit privilégier, pardon? Nous, aujourd'hui, on a une stratégie de contenu qui est vraiment dédiée content marketing. Donc, on crée du contenu en fonction des datas qu'on a récoltées. Et à partir de ces datas-là, on crée des contenus adaptés à chaque cible. Ça, c'est après. Mais d'abord, vous allez les cueillir où, ces datas? C'est à partir... C'est à partir des réseaux sociaux notamment, où on fait des campagnes paid. Voilà, des campagnes paid où on cible un peu avec des audiences, où on récupère des datas avec des générateurs de leads, des capteurs de leads. Donc ça va être des formulaires in-app. Un exemple sur Facebook, on va faire un guide Parcoursup. Voilà, la personne veut le guide Parcoursup, donc elle nous met toutes ses infos, c'est-à-dire nom, prénom, âge, adresse mail, téléphone. Et ensuite, il récupère le guide et nous, on a toutes ces datas-là. Et à partir de ces datas, on récupère tous ces leads-là qu'on garde. Et après, sur le long terme, on crée plusieurs scénarios avec des mailings automatisés, avec des contenus encore, on va dire, un peu liés aux personnes qu'on va recevoir à travers ces leads. On adapte le contenu sur chaque réseau aussi. Parce que ce qu'on met sur Facebook, c'est pas ce qu'on va mettre sur LinkedIn ou sur TikTok. C'est totalement différent. Et c'est comme ça qu'on arrive à capter nos audiences, en fait. Et je reviens un petit peu sur le sourcing. Quelles sont les différentes typologies de sourcing et est-ce qu'il y en a certains à privilégier? Aujourd'hui, on va être sur du multicanal, on va avoir des multisources. Le site internet de l'établissement reste sa source principale de captation. Et ensuite, on a des sources annexes. Donc ça, c'est de l'acquisition
Naturel, organique. Organique, qui vient par le fait que son site est bien construit. Bien construit, bien pensé, avec un parcours utilisateur qui pousse aussi à l'accueillir, la collecte de data, où il faut avoir aussi prévu tous les mécanismes qui font qu'on va remplir déjà facilement et aller jusqu'au bout du process. Et puis ensuite, on a tous les mécanismes annexes, les campagnes réseaux sociaux qui deviennent aujourd'hui assez majeures. On va avoir des régies et opérateurs comme Nomade Éducation qui vont être pourvoyeurs de leads en grande quantité. Et après, il faut aussi avoir tous les mécanismes et tous les outils qui vont permettre de traiter cette data et de l'exploiter correctement. Olena, dans ce dispositif d'acquisition, il y en a que vous privilégiez. Vous pensez que certaines données sont meilleures que d'autres ? L'organique est meilleur que l'achat L'organique est meilleur que l'achat, mais aujourd'hui, les campagnes d'acquisition Google Ads, mais également sur les réseaux sociaux, restent quand même des audiences qui sont plus qualifiées. Sans compter, on parle du marketing digital, mais il y a aussi des salons où on est face à face aux futurs candidats ou la récupération. Là, c'est de la data live que vous récupérez. Data live, absolument. D'ailleurs, on parle aussi des webinaires. Les webinaires sont aussi des canaux d'acquisition qui sont assez qualitatifs et qui permettent déjà d'acquérir les nouveaux candidats, mais aussi de les nourrir. Donc, la mise en place des campagnes de nurturing qui sont déclenchées une fois qu'ils se retrouvent dans notre base de données. Pierre-Emmanuel, donc on l'a dit, Nomade Éducation est un acteur du secteur de l'enseignement supérieur qui permet aux institutions d'acquérir des données qu'ils n'auraient pas par leurs propres moyens. Expliquez-nous comment vous vous inscrivez dans ce dispositif et comment vous percevez votre rôle. Est-ce que ça compense? Est-ce que ça remplace? Est-ce que ça complète? Ça complète de toute façon le recrutement d'étudiants, c'est vraiment une stratégie qui est toujours multicanale. On va parler de notoriété, on parle de contenu, on va parler aussi effectivement d'acquisition de data. Ce qu'il faut voir sur la data, il y a plusieurs types de data. Il y a une data aussi qu'on va travailler dans le temps. Et on le voit de plus en plus, et c'est un des mouvements, c'est d'aller revenir sur des jeunes qui sont de plus en plus jeunes, de commencer à toucher par exemple pour une école post-bac, dès la classe de seconde, dès la classe de première, où il y a des choix d'orientation, de spécialité ou autre. Et tout ce nurturing, justement comme on en parlait, va permettre de prendre la parole très tôt. Donc le fait d'avoir des datas très tôt donne un avantage parfois concurrentiel par rapport à d'autres. Et puis on a une data qui va être même sur une année scolaire, si je prends des terminales, on ne va pas demander la même data au mois de septembre qu'en phase de Parcoursup à fin mars, où là effectivement il va falloir notamment booster, donc on veut plus d'immédiateté. Donc en fait, il y a une temporalité dans la data, j'ai envie de dire. Donc vous proposez les deux, oui. Et c'est intéressant. Vous vous dites, la data, il ne faut pas uniquement l'utiliser en urgence, il faut aussi capitaliser sa notoriété et on va dire l'idée de son école dans le temps. Oui. Très tôt, à partir des données de collégiens, par exemple. C'est ce que vous vivez au quotidien, même sur du B2C, avec des marques de vêtements ou autres, ou de canapés, ou de cuisine, ce que vous voulez, qui vont faire qu'il y a un projet derrière et que c'est pas à la fin, bah tiens, oui, j'ai reçu un mail et je vais acheter une cuisine. C'est exactement la même démarche, quelque part, en termes d'orientation, avec un sujet qui est l'orientation d'un jeune. Donc, c'est pas exactement, c'est un enjeu de vie aussi. Donc, c'est pas la même chose qu'un bien B2C, mais dans la démarche, on s'en rapproche énormément. En fait, maintenant. Donc on a vu plusieurs canaux d'acquisition des datas. Et une fois qu'on a la data, il faut bien la travailler et bien séduire. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, les jeunes, ils sont complètement assaillis de promotion. Alors comment on se distingue, Laurie, comment vous arrivez à les sensibiliser sans les saouler? En fait, nous, aujourd'hui, on utilise leurs codes, en fait, les codes réseaux sociaux qui les attirent, sur lesquels ils sont sensibles. Donc, on va faire des tendances TikTok. On va reprendre des tendances TikTok qui fonctionnent très bien. On adapte le sujet avec le contenu, une actualité de l'ISC Paris. Par exemple, tout ce qui concerne Parcoursup, il y a un calendrier. Donc, on a des temps forts très importants sur Parcoursup et on essaye de capitaliser sur les tendances. Donc, on va tomber sur une tendance. Vous faites de la parodie de tendance? C'est ça, on adapte, en fait. On adapte et ça fonctionne très bien parce qu'en fait, les jeunes reconnaissent la tendance, donc restent sur la vidéo et regardent. Et après, ils se renseignent sur l'ISC Paris, Parcoursup. Et ensuite, on a des leads qui sont générés grâce à ça. Donc, on fait pas mal de tendances et ça fonctionne bien. Après, on a des contenus un peu qui sont aussi les codes des réseaux sociaux avec des micro-trottoirs. On fait pas mal de micro-trottoirs parce qu'on sait que les micro-trottoirs, ils aiment bien. Mais on reste quand même sur des formats très courts. Vous êtes obligé de vous transformer en producteur de contenu. Ah oui, non, mais nous, on pour arriver à avoir des formats qui soient soit décalés, soit créés par vous. On produit énormément de contenu. Il faudrait que je fasse le calcul, mais vraiment, tout au long de l'année, on n'arrête pas de produire du contenu. On essaie vraiment d'alimenter régulièrement pour rester aussi dans la tête des gens parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on a besoin de rester tout au long de l'année parce que même s'ils arrivent au début dans un salon, c'est en fin d'année qu'ils font
leur choix sur Parcoursup typiquement, ou même pour l'alternance ou après. Donc on est obligé de continuer à alimenter en fait le contenu avec différentes actualités de l'école, et en même temps on lit ça avec les tendances TikTok, avec tout ce qui se passe, et ça va très très vite en fait. Il faut être très réactif pour le coup. Olena, même tendance chez vous? Vous essayez d'être créatif pour alimenter les canaux tout le temps et... Le rythme est assez dense et il y a plusieurs vidéos par jour qui sont créées. Depuis 2 ans, nous avons ouvert le poste Brain Content Manager pour justement créer le lien encore plus fort avec les étudiants, surtout dans une école d'ingénieurs où les étudiants ne sont pas tout à fait ouverts à la communication face caméra. Donc on sait aussi à collaborer de plus en plus avec nos propres étudiants pour... bien sûr, reprendre les codes, je dirais, techniques des réseaux sociaux, mais aussi parler et faire adhérer les étudiants actuels, en fait, pour augmenter le taux d'engagement de tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, mais aussi sur différentes chaînes de vidéos. Laurent, on le voit, être créatif, utiliser les réseaux les plus modernes ou les plus tendances comme TikTok, Insta, ça marche, peut-être Snap aussi. Mais le nerf de la guerre, c'est aussi l'exploitation de la donnée. C'est pas tant de la collecter que d'arriver à la transformer en candidature et en inscription. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles tendances? Est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles les écoles doivent évoluer et doivent apprendre? Alors, il y a une vraie révolution à laquelle on a assisté ces dernières années. Vraiment, c'est quelque chose d'assez récent. Mais ce qui prime aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Le parcours utilisateur en lui-même va être construit, et vous en avez tous témoigné un morceau à votre façon, va être construit de façon très spécifique, et ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, effectivement, on collectait de la donnée, ça ne date pas d'hier, et on le fait depuis un moment. On se contentait d'envoyer des mails, de passer quelques appels. Aujourd'hui, la data, et Pierre-Emmanuel le disait parfaitement bien tout à l'heure, elle doit se traiter dans la durée. Il faut construire et réfléchir un plan d'activation, le rythmer, et ça commence très tôt. La notoriété, on commence à la travailler dès le collège, au début du lycée. Et puis, on va créer des moments forts, il va y avoir des rencontres qui restent indispensables, les salons, les portes ouvertes. Olena, du côté de l'ESIA, vous avez mis en place un expérientiel sur votre porte ouverte avec le SIA Bot qui est extrêmement bien pensé et qui participe, pour le coup, à ce parcours que vont suivre les étudiants, puisque vous leur montrez aussi ce qu'ils vont vivre derrière sur votre campus. Vous, Laurie, vous parliez tout à l'heure de votre TikTok. Effectivement, le TikTok de l'ISC, il est extrêmement quali, il est extrêmement rythmé, il se cale sur les périodes et les dates clés de l'année, il est sur de la communication jeune dans ses codes et pas sur de l'institutionnel. Et tout ça, ça participe à un parcours global que les jeunes vont suivre et auquel ils vont être particulièrement sensibles aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut l'animer de manière plus intelligente, plus directe. Après, il faut... Parce que si on rebondit d'événement en événement, à un moment, on n'est jamais dans l'achat, en fait. Alors, il faut le penser dans son ensemble. Il faut avoir une vision d'ensemble et se dire que dans mon parcours utilisateur, je sais que je vais avoir plusieurs étapes. Je vais avoir l'étape d'acquisition par différents canaux, que ce soit par de l'acquisition externe via des régies comme Nomad, que ce soit via des salons où je vais voir en direct. Et ensuite, j'ai des promesses et des parcours qui vont se dessiner. Je vais faire venir à une porte ouverte, quelqu'un qui est venu à une porte ouverte, je vais continuer de l'activer en lui proposant une journée d'immersion ou une préparation concours. Quelqu'un qui est venu à un de ces deux événements, je vais lui proposer ensuite un échange avec un étudiant, etc. etc. Et tout ça, ça va rythmer un ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. C'est le rythme qui est à prendre, en fait. Je trouve que quand on prend le rythme, c'est automatique. Parce que là, l'exemple, c'est exactement ce qui s'est passé à l'ISC Paris. On a dû créer du contenu, du paid pour la journée portes ouvertes, pour les inviter à venir à notre journée portes ouvertes. Donc, on a fait une tendance. Venez à notre journée portes ouvertes avec une tendance. On a eu des leads. Donc là, ils sont venus à la journée portes ouvertes. Derrière, on les a invités à l'Immersion Day qui a lieu bientôt. En fait, c'est automatique à chaque fois et c'est comme ça qu'on arrive à... C'est de la fidélisation jusqu'à la transformation. Exactement. C'est quoi le plus dur dans ce contexte-là aujourd'hui, Oléa? C'est qu'on a tous, on a un marché qui est over-sollicité par vous, par les concurrents, et que c'est dur de se distinguer, ou c'est dur de capter et de garder leur attention? Capter leur attention, c'est sûr, mais je pense que tout le monde aujourd'hui cherche l'authenticité. Donc on est tous submergés par la quantité d'informations qu'on reçoit, surtout les jeunes. On parle beaucoup de TikTok, mais en campagne d'acquisition, on ne peut pas toucher les jeunes qui ont moins de 18 ans, sachant qu'on parle quand même des collégiens. Donc il y a une certaine incohérence, c'est-à-dire on souhaite les toucher en collège, mais toutefois, avant 18 ans, on peut juste leur parler face à face. Donc il y a d'autres moyens justement d'utilisation. Et donc les jeunes cherchent l'authenticité.
On met en place différentes campagnes. Et j'imagine que dans cette intensité, il faut faire attention à ne pas être trop oppressant aussi dans les sollicitations, dans la rythmique. Pression commerciale, effectivement, pression marketing. Donc, c'est la raison pour laquelle, heureusement, qu'on s'appuie sur les outils marketing automation qui permettent de ne pas noyer le prospect, le candidat, l'internaute dans la communication en remarketing. Nous n'avons pas d'ailleurs parlé du remarketing, mais la quantité de multitude d'outils qui font qu'ils nous voient un peu partout. On peut faire aussi remarketing email, remarketing sur les réseaux sociaux. Le pauvre, il se retrouve, surtout s'il a utilisé l'ordinateur de ses parents, donc il se retrouve sur smartphone, sur l'ordinateur. Donc la pression commerciale, grâce aux outils de marketing automation, permettent de gérer ce rythme. Pierre-Emmanuel, vous mesurez chez Nomad ce risque de rejet, de sursollicitation, et vous avez des préconisations par rapport à ça? Oui, en fait, tout va être de partir en fait de la data, c'est vraiment le ciblage qui va être fait. Si on arrose un petit peu partout, nous, notre expérience, c'est de dire que ça ne sert à rien que je communique ou que j'envoie des leads qui veulent faire une école de commerce à une école de mode, par exemple. Quand on est très large et qu'on ne sait pas à qui on parle, on ne sait pas comment lui parler. Donc c'est vraiment ça, en fait, l'enjeu. Et je voudrais revenir sur... Une fois qu'on a bien ciblé, on a tendance à accentuer l'omniprésence de la marque sur le jeune, et donc on peut faire un effet rejet. Il peut y avoir un effet rejet, et puis on parlait de finalisation, quand est-ce qu'on avance concrètement avec le jeune, et là ça c'est un des vrais sujets, parce que la data en fait elle est partagée, elle ne reste pas au service marketing ou communication, elle va à un moment sur une partie d'admission, on les appelle différemment. Le vrai sujet en fait, la data s'inscrit dans un parcours candidat en fait, et à un moment cette data elle ne va plus appartenir au service marketing communication, mais va basculer notamment sur les admissions. Donc ça va être un autre type de personne qui va prendre le relais. Ça peut être de l'authenticité avec des appels et un échange avec des jeunes, mais c'est vraiment ce parcours dans sa globalité. Et souvent on commence une histoire et il faut qu'elle soit suivie aussi derrière pour aider à finaliser. Si on a raconté quelque chose de magique, un super storytelling, et qu'on arrive sur quelque chose de très froid, et ben effectivement on casse tout ce qui a été fait en amont. Donc cette data, donc il faut une continuité. Exactement. On observe très souvent dans les organisations, et c'est un des éléments qu'on audite nous régulièrement au sein de l'agence, des ruptures au niveau de la chaîne de recrutement où les établissements fonctionnent encore beaucoup trop en silo, avec un service promotion-communication qui est détaché d'un service d'un service admission, qui est détaché d'un service relation entreprise, alors que finalement c'est un ensemble d'une même chaîne où quand on a acquis une donnée, il faut ensuite la travailler, la séduire, la faire venir et la faire devenir candidat. Une fois qu'elle est candidat, elle rentre dans un autre expérientiel, il faut continuer à travailler pour la faire devenir inscrite. Et une fois qu'elle est inscrite, aujourd'hui, l'apprentissage s'est énormément développé. Eh bien, il y a encore un rôle à jouer au niveau du service relation entreprise qui, s'il n'est pas joué jusqu'au bout, va créer une cassure et va annuler tout le travail qui a été fait en amont. Vous confirmez, Laurie, que en fait, les personnes qui sont dans l'acquisition doivent avoir un rôle et un suivi jusqu'à l'inscription, avec des services administratifs qui ne sont pas justement dans l'acquisition. Oui, on a tous un rôle important parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on crée du contenu pour attirer des candidats et derrière, il faut que ça suive. Donc, c'est vrai que notre service, le service communication marketing, est en étroite collaboration avec le service promotion et admission parce que derrière, c'est les leads qu'on leur donne, ils sont censés les travailler, mais bien les travailler avec ce qu'on leur a dit en amont. Donc, si on n'est pas en accord avec le discours qu'on a en externe, ben, ça ne fonctionne pas et on les perd en fait. Et donc, nous, on a vraiment, moi, j'ai un lien très important avec les services promotion et admission, de voir comment ça se passe, est-ce qu'ils ont bien récupéré... Ils disent bonjour aux gens quand ils appellent déjà, mais vraiment créer ce lien, parce que c'est ce lien qui va nous différencier des autres écoles. Parce qu'on le disait, les autres écoles, on fait tous la même chose à peu près, et le fait d'avoir un lien avec l'étudiant personnalisé, je pense qu'on fait la différence. Et pareil, en interne, on utilise aussi nos étudiants, ça me fait penser aussi, comme nos ambassadeurs, parce qu'ils en parlent aussi de nous à l'extérieur, et ça nous crée aussi de la data, en fait, parce qu'ils partent de l'école, on les met en avance dans l'école, ils sont reconnus par leurs amis, même sur les réseaux sociaux, et derrière, les amis s'intéressent et viennent à l'IA séparés. Donc, il y a vraiment beaucoup de touch points, on va dire, et ça participe à toute la data qu'on utilise. Alors, on n'aura pas le temps de partir de la partie CRM. On fera une émission spéciale sur la CRM parce que c'est un sujet dans le sujet. Mais peut-être avant de conclure, je vais vous demander à tous un conseil pour les communicants qui nous regardent aujourd'hui de votre expérience. On est quand même en 2024, saison 2025. Donnez-leur un tips de bonne approche de la notion de data et de données personnelles, soit dans l'exploitation, soit dans l'acquisition. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Olena, allez, je commence avec toi.
Il est important d'avoir de la data, de continuer à l'acquérir, mais peut-être il vaut mieux en avoir moins et plus qualitative, la travailler davantage. Parce que je pense que l'arrosage public ne sert plus à grand-chose, malheureusement. Donc on utilise beaucoup d'eau et en fait, je préfère qu'on ne soit plus déjà sélectif dans l'acquisition de la data au début, avant de commencer toutes les phases qui ont été évoquées. Donc faire de la data biologique, chirurgicale. Absolument, absolument chirurgicale, précise. Juste dernier exemple, nous avons plusieurs campus en France, Paris, Laval, Agen et Dax. Donc on communique à 100 km au maximum de chaque campus sans vouloir arroser toute la France entière. Cela nous permet d'avoir de la visibilité, du nombre d'impressions, le taux d'impression plus important autour de nos campus. Et puis, bien sûr, adresser le message qui correspond aux jeunes qui souhaitent travailler, être chez nous. Pierre-Emmanuel, alors vous avez déjà donné le conseil de s'y prendre tôt, mais un autre conseil peut-être? Je vais en donner un autre. Souvent on parle, même si ce n'est pas le sujet sur les CRM, c'est vraiment de bien préparer tous les scénarios de marketing automation. Concrètement, si on a des bonnes bases, on peut construire un immeuble, c'est exactement ça. Ça prend du temps, c'est très dur à lancer quelque part, de se lancer parce qu'on a beaucoup de personas, on peut avoir beaucoup de programmes, il y a plein de choses à faire, mais de bien les préparer vous permet de gagner énormément de temps par la suite. Donc faites cet investissement et c'est comme ça que vous optimiserez au maximum la data. Laurie, moi, je vais rester sur ma casquette de content. Pour moi, il faut vraiment faire un contenu qui se différencie des autres, qui se démarque tout en étant en lien avec la cible. Je pense que c'est ça qui fait la différence parce qu'on a un contenu à peu près tous similaire sur la reconnaissance de notre école, sur le fait qu'on propose un bachelor, management qui est reconnu par l'État. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, tout le monde qui communique sur ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils aiment bien tout ce qui est en lien avec ce qu'ils aiment. Donc, il faut vraiment jouer sur leur code. Pour moi, c'est très important. Il faut casser les codes. Exactement. Mais il faut quand même garder la partie reconnaissance académique, mais il faut quand même avoir ce côté décalé, un peu jeunes, on va dire, avoir leur code. Quoi. Pour moi, c'est important. Laurent, un tips? Je vais rejoindre ce que vient de dire Laurie et le rendre un petit peu plus générique, mais effectivement, aujourd'hui, en frontal sur le marché, vous avez plein de bonnes écoles qui sont équivalentes, qui ont des beaux diplômes, qui ont des belles perspectives, qui offrent des beaux débouchés. Ce qui va faire la différence aujourd'hui, ça ne va plus être vraiment sur le niveau de qualité ou la spécialisation. Elles sont toutes à peu près les mêmes ou équivalentes. Ce qui va faire la différence, c'est cette expérientielle et cette différenciation au niveau du vécu avec l'établissement qui, au final... À travers les campagnes, donc? À travers les campagnes et à travers les rencontres, cette proximité qu'on va réussir à créer qui, au final, va faire pencher la balance vers nous plutôt que vers un autre. Merci infiniment, Pierre-Emmanuel, Olena, Laurie, Laurent. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté cette invitation. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission. C'est les actus com de l'ESR et c'est présenté par Émilie Broust. Jingle. Et on commence avec un changement de marque. L'ESC Clermont Business School adopte un nouveau nom et devient Clermont School of Business. Et c'est une petite révolution quand on sait que Clermont était la dernière grande école de commerce à avoir conservé l'appellation historique ESC. RIP ESC. Cette transformation est accompagnée d'une nouvelle identité graphique, d'un nouveau logo et d'un concept qui traduit l'état d'esprit de l'école UP. UP pour être en mouvement, UP pour prendre de la hauteur, UP pour franchir de nouveaux caps. 2 lettres donc pour illustrer la nouvelle raison d'être de l'école. Et ce choix de marque et de logo a été validé à la suite d'une large consultation auprès de l'écosystème de la Business School. C'est une nouvelle étape significative dans son développement puisqu'elle inaugure en même temps un nouveau campus, le campus Truden XL, et élargit son offre de formation. Paris, Paris, on t'embauche! Non, vous n'entendrez pas cette phrase dans le futur classico OM PSG, mais bien dans la nouvelle campagne de recrutement décalée de l'université d'Aix-Marseille. Pour changer, c'est une campagne marque employeur qui joue avec les clichés, afin de renforcer son attractivité, avec des slogans un peu impertinents, comme Champs-Élysées, prochain arrêt, Vieux-Port, ou à l'université, on étudie aussi les candidatures, ou encore Travaillez mieux, vivez plus. Accompagné d'un film où les collaborateurs de l'université jouent leur propre rôle, cette grande opération de com s'illustre depuis mi-septembre dans les transports en commun et sur les panneaux d'affichage des villes de Marseille et d'Aix-en-Provence, mais aussi dans le métro parisien.
Enfin, cette campagne s'accompagne d'un nouveau site carrière, un portail de recrutement adapté à la navigation mobile et avec du contenu dynamique. Quand on sait que l'université recrute chaque année environ 500 agents dans plus de 260 métiers, on peut dire que cette campagne dédiée au recrutement de nouveaux talents était plutôt une bonne idée. Et enfin, zoom sur la campagne la plus écolo de l'année avec l'école d'ingénieurs Purpan et son affiche naturelle. En septembre dernier, à l'occasion du congrès annuel de l'Association européenne pour l'éducation internationale, qui a réuni plus de 6000 membres d'établissements d'enseignement supérieur venus du monde entier, Purpan a voulu illustrer son nom avec un logo XXL et 100% naturel, créé uniquement à base de céréales. Vu du ciel et placé en plein couloir aérien, impossible pour les congressistes qui atterrissaient à l'aéroport de Toulouse-Blagnac de rater le logo XXL, grand comme 3 stadiums de Toulouse. En termes de welcome, c'était plutôt réussi. Merci Émilie, même si je préfère quand tu es sur le plateau. Mais enfin, presse éducation, news magazine, petits, grands médias, toute la presse parle de la vie des universités et des grandes écoles. Et c'est Clément qui vous fait un récap. Jingle. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. Ce mois de novembre a, comme chaque année, été marqué par la publication du classement Change Now, qui met à l'honneur les grandes écoles engagées dans la transition écologique et sociale. Du côté des écoles de commerce, l'ESSEC conserve sa place de leader pour la 3e année consécutive. Et grande nouveauté pour les écoles d'ingénieurs, c'est l'école des Mines-Nancy qui décroche la première place, une première fois pour cette école. Ce classement est accompagné par un dossier éditorial publié dans Les Échos. Dans celui-ci, on peut découvrir un article dédié au campus des grandes écoles qui passe au vert. Le journaliste Florent Verret propose une visite de 6 campus exemplaires dans la réduction de leur propre empreinte carbone. Dans cette même dynamique, l'étudiant a publié un article sur la transition écologique dans les universités. Au-delà de la formation et de la recherche, l'article met en lumière comment ces enjeux s'intègrent dans la gouvernance avec une collaboration inédite entre étudiants et personnel pour impulser le changement. Le 10 novembre dernier, 40 bateaux ont pris le départ du Vendée Globe pour un tour du monde en solitaire. Dans un des articles du supplément ingénieur du Monde Campus, le journaliste Eric Nunes explique que de plus en plus de skippers passent par les bancs des écoles d'ingénieurs avant de faire de la navigation leur métier. On peut lire le témoignage de Skipper qui raconte comment ce bagage scientifique représente un atout pour briller sur les océans. La vague de l'intelligence artificielle ne redescend pas et continue de prendre l'ampleur dans les grandes écoles. Pour le Figaro, la journaliste Christine Pédalu décrypte comment les masters spécialisés et Masters of Science répondent à cette demande croissante aussi bien du côté des entreprises que des institutions publiques. Un peu moins de 2 mois après sa nomination comme ministre de l'ESR, Patrick Hetzel a présenté le 19 novembre sa feuille de route à la presse. Acte 2 de l'autonomie, régulation du supérieur privé, bourse, IA, pacte pour la recherche, la journaliste Marine Dessau résume les principaux enjeux dans un article à lire dans Campus Matin. Toujours au ministère, des présidents d'universités se sont réunis devant le pavillon Boncourt le jeudi 21 novembre pour protester contre les baisses de leur budget et réclamer des actions immédiates. Selon cet article de France Info, la situation est inédite car 4 universités sur 5 risquent de terminer l'année en déficit. Pour conclure, je vous emmène en Grande-Bretagne où les universités sont plombées par la baisse d'étudiants étrangers. D'après cet article du Parisien étudiant, on comprend pourquoi la dynamique actuelle inquiète les universités britanniques et quelles sont les solutions envisagées outre-Manche. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur. À bientôt! Pour conclure chaque émission, nous recevons en visio une personnalité de l'ESR qui fait l'actualité. Ça s'appelle le petit oral. Jingle. Et aujourd'hui, c'est avec Mathilde Bricot, directrice de la communication de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la CNCC, que nous allons faire ce petit oral. Mathilde qui a sorti le premier podcast fictionnel de la CNCC cette année, Anatomie d'une bulle, produit par Louis Bédia et Madame Monsieur. Mathilde, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, première question, pourquoi, à ce moment de l'histoire de la communication de la CNCC, vous avez décidé d'épouser le format podcast? Ça faisait assez longtemps qu'on réfléchissait à l'idée de faire un podcast, mais faire un podcast, ça veut tout et rien dire. Et moi, j'avais la conviction profonde que faire un podcast pour faire un podcast, ça n'avait pas de sens. Il fallait qu'on ait, de manière assez logique, un objectif, une cible claire. Et on n'avait pas la maturité suffisante il y a quelques années pour se lancer là-dessus, autrement que sur un format très institutionnel, très corporate, qui ne nous aurait pas permis de toucher un nouveau public. Et vous avez il faut savoir que vous avez pris un risque parce que vous avez fait un format fiction, en fait.
Alors, est-ce qu'on a pris un risque ou est-ce qu'on a osé quelque chose et saisi une opportunité? Moi, je ne considère pas qu'on a pris un risque. Je suis très, très heureuse qu'on ait réussi à avancer dans cette direction de la fiction parce que c'était le meilleur moyen d'arriver à donner à voir le commissaire aux comptes et à lui donner un ancrage modeste, mais néanmoins réel, dans une forme de culture populaire ou de format populaire grand public. Ce qui n'existait pas. Vous voyez des avocats, des experts comptables et des médecins tous les jours dans les séries télé et au cinéma. Vous ne voyez jamais de commissaire aux comptes. C'est hyper difficile d'expliquer ce que c'est, de l'expliquer aux jeunes, de l'expliquer au grand public. Quelle meilleure manière de l'expliquer et de le montrer que de le mettre en scène? Alors, vous avez fait ce podcast, vous avez coproduit ce podcast avec Madame Monsieur et Louis Média. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est quoi? Vous avez travaillé une dramaturgie, une sorte d'enquête Allez, racontez-nous, parce que s'il y a bulle, c'est qu'à vin. Il y a du champagne. Il y a du champagne. Effectivement, on a sélectionné soigneusement chacun des profils des personnages. On savait qu'on voulait une fiction, un feuilleton de l'été, puisque le timing de la sortie collait avec la période estivale. Et on avait envie de créer cette envie, cette attente, et d'avoir aussi un format qui pouvait être réemployé chez nous de manière pédagogique par tous les commissaires aux comptes qui interviennent dans les lycées, dans les formations de l'enseignement supérieur, où dans chaque épisode, on peut trouver un point d'accroche pour expliquer un des aspects du métier ou passer quelques messages importants. Donc, on a listé tous les messages qu'on avait envie de passer. Et après, c'est l'histoire d'une rencontre, puisqu'on a eu la chance d'être mis en contact via Louis Média et Madame Monsieur avec une scénariste qui travaille beaucoup avec un grand nom de la télé qui s'appelle José Dayan, qui fait régulièrement de la fiction, voilà, du policier. Et on avait envie de donner cette connotation d'enquête, puisque c'est ça le travail d'un auditeur, c'est de mener l'enquête. Alors pas forcément pour chercher de la fraude, mais en l'occurrence, il mène l'enquête pour s'assurer que tout est OK. Et si tout n'est pas OK, on a de la matière pour créer une fiction avec du suspense. Et donc, ça nous paraissait le format le plus adapté. Et donc, on le comprend bien, ce format vous permet d'élargir le public potentiel qui peuvent du coup être en contact avec les problématiques des commissaires aux comptes. Bien sûr. Et d'élargir à double titre. D'une part, parce qu'on a un format qui est intéressant et un format de fiction pour des auditeurs de podcasts qui vont écouter de la fiction et vont être attentifs aux fictions, aux nouvelles sorties de la semaine et regarderont pas le côté corporate, en fait, vont juste s'attacher au fait qu'ils vont trouver une fiction pour se nourrir et qui vont découvrir au détour de l'aventure le commissaire aux comptes et la figure du commissaire aux comptes. Et on se disait aussi, en tout cas je me disais, puisque je vais l'avouer, je suis moi-même une grande fan des productions de Louis Média. Et je sais que j'ai cette tendance à avoir de la confiance dans la marque Louis Média. Et quand Louis Média propose un contenu, je vais aller l'écouter, pas parce qu'il est associé à une marque, pas parce qu'il est nécessairement associé à un concept, pas parce que le titre me plaît, mais parce que c'est Louis Média. Et parce que je m'attends à être surprise, à ce qu'on me propose un contenu de qualité. Et on savait qu'on pourrait capitaliser aussi sur ce réseau et sur cette notoriété. Et c'est l'impact l'élargissement de l'impact que vous avez obtenu. Justement, un mot sur les retours. Alors, en termes de communication, est-ce que vous avez eu un feedback de cette opération en termes de quanti, en termes de quali? Incroyable le feedback. On est hyper fiers des retombées qui sont liées à ce podcast. On s'attendait, alors Louis Média avait fait une estimation prudente mais néanmoins optimiste d'autour de 50 000 écoutes à un horizon de 6 mois. Et après 3 mois, on avait déjà dépassé 100 000 écoutes. On a bénéficié d'une fenêtre d'opportunité au moment du lancement qui coïncidait avec les JO, avec assez peu de sorties fiction. Et on a été tout de suite mis en avant par les plateformes Apple, Spotify, Deezer. Donc on a été très visible pendant l'été. Et on a même été récompensé par CB News. On a gagné le meilleur prix dans le cadre du Paris Podcast Festival, meilleur prix de contenu de marque et 2 prix en qualité de la production sonore et dans la catégorie fiction. Donc en fait, ça dépasse complètement nos attentes. On doit refaire un point de quelque temps sur les chiffres, mais ça dépasse largement nos attentes. On est très très heureux du résultat. On a des retours très positifs, y compris dans la profession, qui saluent le pari, qui trouvent que c'est chouette, qui le diffusent autour d'eux, qui le font écouter à leurs enfants. Et je peux déjà vous dire qu'on a prévu une saison 2. Tous les indicateurs au beau fixe et une saison 2 en préparation. Un dernier mot, peut-être un conseil aux communicants qui nous écoutent et qui oscilleraient entre l'idée de faire un podcast un peu traditionnel ou de ne pas faire de podcast.
C'est quoi votre conseil vis-à-vis de cet outil? C'est de le détourner, L'édito, le contenu. C'est-à-dire, il faut vraiment Et pas parler de soi, un pas de côté. parler aux gens. Il faut accepter de faire des pas de côté. Il faut accepter de faire des pas de côté et ne pas chercher à... Oui, vraiment ne pas chercher à parler de soi. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est pas parler des commissaires aux comptes. On a cherché à créer une histoire intéressante, captivante, qui allait intéresser les gens qui apprécient de la fiction. Il faut toujours réfléchir à pourquoi les gens vont écouter du podcast. Ils vont pas écouter du podcast pour écouter un commissaire aux comptes expliquer pourquoi il a fait ce métier. On entend. Donc, Et je dis ça, j'ai beaucoup d'amour pour cette profession que je représente. Ça fait 4 ans que je travaille à polir leur image, à les rendre, à rendre la profession attractive, à faire de la pédagogie autour de ce métier. C'est un métier incroyable, vraiment, ne nous y trompons pas. mais c'est pas le média pour faire du corporate. Voilà. C'est pas le C'est média pas le pour média faire du pour faire corporate. du corporate. Très C'est bien. pas un Bah, média pour écoutez, faire du corporate, je suis d'accord. les succès de votre podcast nous permettent de justement bien comprendre qu'il faut accepter ces pas de côté et cette prise de risque. Bravo encore pour cette opération, Mathilde, et merci d'avoir accepté l'invitation du Petit Oral. À très vite. Merci. Merci Alexandre, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir accepté le jeu du Petit Oral. À très vite. Voilà, il nous reste à conclure cette émission, remercier mes invités en plateau et vous dire à très vite pour un nouvel épisode de Come Together. Bye bye, ciao.